J'ai été mis à la porte à 19 ans, sans argent, mais j'ai trouvé le moyen de me bâtir une vie. Prouvant ainsi que le rejet de ma mère était sa plus grave erreur et je le lui ai fait savoir. J'ai été mis à la porte à l'âge de 19 ans, sans le moindre sou. Mais j'ai trouvé un moyen de me bâtir une vie. Une vie qui a prouvé que le rejet de ma mère était sa plus grande erreur. Et je le lui ai bien fait comprendre. Je n'ai pas eu droit à un gâteau, pour mon 19e anniversaire. Ma mère ne m'a pas organisé de fête, ni même souhaité un bon anniversaire. Au lieu de cela, j'ai reçu un sac de sport, jeté à mes pieds, accompagné d'un regard glacial. Un regard qui m'a transpercé aussi vivement que le vent de décembre, soufflant à l'extérieur de notre porte d'entrée abîmée. Tu es un adulte maintenant, Ethan, a-t-elle fait remarquer. Les bras croisés et les lèvres pincées. Il est temps pour toi de te débrouiller seul dans la vie. Elle est retournée tranquillement vers la cuisine. Comme si elle ne venait pas de jeter son fils unique à la rue, sans aucun avertissement. Et sans un sou en poche. Je suis resté planté là, dans mes baskets usées et ma veste de friperie. Portant un sac que je ne me souvenais pas avoir préparé. Plus tard, j'ai compris que maman avait dû le faire pour moi, la veille au soir. Pendant que je dormais encore dans mon lit, faisant des rêves naïfs sur la maturité. Qui pour moi signifiait l'indépendance, et non l'abandon. J'ai attendu devant la porte, espérant qu'elle change d'avis, ou du moins qu'elle me dépose à la gare routière. Elle ne l'a pas fait. La porte d'entrée a claqué derrière moi. Avec un sentiment de finalité plus puissant que n'importe quelle dispute que nous avions jamais eue. Je me suis soudainement retrouvé sans abri. Joyeux anniversaire à moi. Je suppose que je devrais revenir en arrière, et vous donner un peu de contexte. Avant que vous ne me preniez pour un simple gamin qui pleurniche parce qu'il doit grandir. Je m'appelle Ethan, et j'étais encore au lycée quand c'est arrivé. Oui, j'ai 19 ans, mais je n'en étais même pas à la moitié de ma dernière année d'études. J'avais de bonnes notes, je travaillais à temps partiel dans une petite épicerie. Et je restais dans mon coin. Je ne sortais pas faire la fête, et je ne m'attirais pas d'ennui. À tous égards, j'étais le genre d'enfant qui méritait une chance, ou, au strict minimum, un toit où dormir jusqu'à l'obtention de mon diplôme. Cependant, du point de vue de ma mère, le jour où je suis officiellement devenu un adulte a été le jour où j'ai cessé d'être sa responsabilité. En grandissant, il n'y avait que nous deux. Mon père n'a jamais fait partie du tableau. Quand j'avais 8 ans, j'ai posé la question, et la seule réaction a été le silence. Suivi d'une porte de placard claquée. Après cela, j'ai arrêté de demander. Maman enchaînait les petits boulots, faire des ménages, servir comme serveuse. Disparaissant parfois pendant une semaine ou deux, pour revenir avec plus d'argent, et des bleus. Quand elle était là, elle était soit épuisée, soit furieuse, ou bien les deux à la fois. Malgré tout, j'essayais de ne pas lui donner d'autres raisons de crier. Je gardais l'appartement bien rangé, je préparais des repas simples, et je lui trouvais des excuses. Lorsqu'elle omettait de se présenter aux réunions parents-professeurs. J'ai rapidement compris que l'amour, du moins dans notre foyer, était conditionnel. Elle ne disait jamais « je t'aime ». Pas même par simple habitude. Il n'y avait ni câlin, ni affection, seulement des règles, des exigences. Et beaucoup de culpabilisation. Si je demandais de nouvelles chaussures, j'étais un ingrat. Si j'obtenais un 18/20, ce n'était pas un 20/20. Si je restais silencieux, j'avais l'air maussade. Si je m'exprimais, j'étais impoli. Les règles du jeu changeaient sans cesse, et peu importe les efforts que je faisais pour m'y plier. Ce n'était jamais assez. Pourtant, j'espérais que mes 19 ans seraient différents. Qu'elle verrait que je faisais de mon mieux, et qu'elle serait fière de moi. Même sans le dire à voix haute. Je ne m'attendais pas à une fête que nous ne pouvions pas nous offrir, mais plutôt à un souper. Ou à une soirée paisible ensemble. J'étais assez naïf pour imaginer qu'elle s'en soucierait. Il s'est avéré qu'elle attendait simplement le jour où elle pourrait enfin se laver les mains de moi. La veille de mon anniversaire, je suis rentré du travail. Pour la trouver dans l'une de ses humeurs habituelles. Elle fumait cigarette sur cigarette près de la fenêtre, et faisait les 100 pas.
comme un animal pris au piège. Je n'ai pas dit grand-chose. Je savais qu'il valait mieux éviter, mais j'ai proposé de réchauffer des restes de nouilles. Elle m'a repoussé d'un geste de la main, sans dire un mot. Plus tard, je l'ai surprise au téléphone dans sa chambre, parlant avec véhémence. Je ne comprenais pas tout, mais une phrase m'a marqué. Il a 19 ans demain. Je ne lui dois plus rien. Après cela, je suis resté éveillé une grande partie de la nuit, essayant de me convaincre qu'elle ne le pensait pas vraiment, et que j'avais mal compris. Mais, au fond de moi, je savais. Je crois que je savais depuis longtemps qu'elle cherchait juste une excuse. Elle voulait récupérer sa vie, quoi que cela signifie pour elle. Et j'étais simplement sur son chemin, j'étais son fardeau, sa justification, et sa culpabilité. Le matin a commencé dans le silence. Il n'y a eu ni petit déjeuner ni accueil, seulement le sac à la porte, et ces quelques mots. Tu es un adulte maintenant. Découvre la vie par toi-même. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. J'ai simplement hoché la tête, et je suis parti, ayant l'impression de laisser derrière moi quelque chose qui s'était brisé. Bien avant que je ne m'en rende compte. J'ai marché 3 kilomètres, jusqu'à un parc que j'avais l'habitude de visiter enfant. Je me suis assis sur un banc glacial, et j'ai ouvert le paquet, 3 paires de jeans. 4 chemises, un sweatshirt, une brosse à dents. Et les 25 $ que j'avais glissés dans une enveloppe, sous mon matelas. Elle l'avait pris aussi. Je suppose qu'elle s'est dit que je n'en avais pas besoin. Cela a marqué le début, la première entaille. Cette nuit-là, je me suis assis au fond d'une laverie automatique. Emmitouflé dans mon sweat à capuche, écoutant le bourdonnement des machines. La semaine suivante a filé à toute allure. Dormir sur des bancs, manger ce que je pouvais m'offrir, et me laver à la salle de sport. Chaque fois que je pouvais m'y faufiler. Je n'ai prévenu personne à l'école. J'étais trop fier, et trop humilié. J'ai continué à m'y présenter, épuisé et affamé, prétendant que tout allait bien. Les professeurs ont commencé à le remarquer, mais personne ne disait rien ouvertement. J'entendais des murmures, il a l'air malade, il y a quelque chose qui cloche avec Ethan. Mais personne n'avait posé la question. Un jour, ma conseillère d'orientation m'a approché en privé. Madame Carson. C'était l'une des rares adultes qui me regardait dans les yeux, et qui était vraiment sincère. Elle m'a demandé si tout allait bien à la maison. J'ai essayé de mentir, mais la vérité m'a tout simplement échappé. Elle n'a pas pleuré, ni poussé de cris de surprise. Elle écoutait, tout simplement. Elle a vraiment écouté. Puis, elle s'est mise au travail. Elle m'a aidé à faire une demande de logement d'urgence. À parler au directeur pour obtenir des tickets de cantine. Et a même demandé une faveur à une association locale, qui aide les enfants en situation de crise. Je ne voulais pas accepter la charité, mais je n'avais pas d'autres alternatives. Cette petite aide m'a permis de rester en vie. Pendant ce temps, je n'ai jamais eu de nouvelles de ma mère. Il n'y a eu ni appel, ni SMS, ni quoi que ce soit. Elle a disparu, comme si je n'avais jamais existé. J'étais hors de sa vie, et c'était exactement ce qu'elle voulait. Mais voici la réalité, chaque nuit, quand j'allais me coucher sur le lit froid du foyer d'accueil. Je me faisais la même promesse. Un jour, elle finirait par regretter tout ce qu'elle m'avait dit. Un jour, je m'élèverais bien au-dessus de tout ce qu'elle imaginait que je pourrais être. Elle n'aurait pas d'autre choix que de l'observer. Non pas parce que je cherchais son approbation. Ce n'était pas le cas. Plus maintenant. Mais je voulais qu'elle comprenne qu'elle s'était trompée sur mon compte, sur toute la ligne. Et quand ce jour arriverait, je ne crierais pas. Je ne me battrais pas. Je me contenterais de sourire, et de m'éloigner. Je ne savais pas encore comment j'y parviendrais, mais je savais une chose avec certitude. Je m'assurais qu'elle le regrette. Chaque syllabe de ses paroles. Et la première faille dans cette stratégie? Quelques semaines plus tard, j'ai découvert une vérité sur ma mère. Une vérité qu'elle ne s'attendait pas à ce que j'apprenne. Pendant des semaines, après avoir été mis à la porte. J'ai continué à me dire que c'était temporaire,
qu'elle finirait par revenir à la raison. Et qu'elle était probablement juste anxieuse, terrifiée, ou dépassée par les événements. Je m'accrochais à cette illusion, comme si c'était la seule chose qui me maintenait debout. Car si votre propre mère peut vous jeter comme un déchet, sans s'en soucier. Qu'est-ce que cela dit de vous? Mais elle n'est pas revenue à la raison. En fait, plus je comprenais les choses, plus il devenait évident qu'elle préparait mon départ depuis longtemps. Madame Carson m'a aidé à m'inscrire au programme d'assistance du foyer local pour jeunes. Ce n'était pas prestigieux, un lit superposé dans une chambre partagée, des corvées alternées. Et des réunions de groupe 2 fois par semaine, mais c'était chauffé, sûr, et c'était à moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti un certain sentiment de stabilité. J'ai fait des heures supplémentaires à l'épicerie. Et j'ai pris des gardes de nuit quand c'était possible. Je faisais profil bas, et je maintenais mes notes. Ma vie sociale s'est évaporée, tout comme ma capacité à m'inquiéter du reste. Chaque minute de libre était consacrée à la survie. Je n'avais pas le temps de digérer ma tristesse. Pas jusqu'à un jeudi après-midi glacial, fin janvier. Tout a commencé quand je suis tombé sur Madame Parker, notre ancienne voisine d'immeuble. Elle promenait son petit chien devant le centre communautaire où je m'étais porté volontaire pour des heures de service supplémentaires. Elle m'a reconnu tout de suite, même si j'avais dû vieillir de 10 ans. Depuis la dernière fois qu'elle m'avait vu. Oh mon Dieu, Ethan, s'est-elle exclamée, en resserrant son manteau. Tu vas bien? Mon grand? Ta mère a dit que tu étais parti tôt pour l'université. Je n'avais rien remarqué. L'université? Elle a hoché la tête. C'est ce qu'elle a dit à tout le monde. Elle a raconté que tu avais obtenu une bourse. Et que tu étais parti le jour de ton anniversaire. Elle disait justement à Madame Turner à quel point elle était fière. Comment tu devenais un homme, et que tu commençais ta vie. Je ne savais pas quoi répondre. Fière. Elle ne m'avait même pas envoyé de SMS. Elle n'avait pas assisté à la réunion de planification de la remise des diplômes en janvier, où l'on demandait aux parents de confirmer leur présence, pour payer les toges et les tocs. J'étais debout, face à une voisine à qui l'on avait vendu du rêve. Pendant que je vivais dans un foyer d'accueil, mangeant des nouilles instantanées. Et me demandant si mon uniforme sentait le désinfectant. C'était la première fissure dans le mensonge, et les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là. Il s'avère que ma mère ne m'a pas simplement jeté dehors. Elle m'a remplacé. Sa jeune sœur, tante Rachel, est venue de Floride en visite, une semaine après mon anniversaire. Je ne m'en suis pas rendu compte au début. Mais un des plus jeunes enfants de l'immeuble m'a envoyé un message privé sur Instagram. Ton cousin vit chez toi maintenant. Il s'est passé quoi, lol? Je n'avais aucune idée que j'avais de la famille. La curiosité, et quelque chose de pire, comme la peur, m'ont poussé à enquêter. Tante Rachel avait un enfant plus jeune que moi, peut-être 16 ans. Il s'appelait Eden. Je me souvenais de son nom de famille, de l'époque où je triais le courrier dans notre immeuble. Eden avait fait des allers-retours dans des foyers d'accueil, des problèmes à l'école. Des petits vols, toutes ces choses dont ma mère m'accusait quand elle était contrariée. Mais que je n'avais jamais commises. Maintenant, il dormait dans mon lit, portait mon vieux sweatshirt, et fouillait dans le frigo. Que j'avais l'habitude de remplir avec des courses payées de ma poche. Et ma mère publiait de joyeux selfies avec lui, avec des légendes comme « Tellement fier de mon neveu. Un nouveau départ cœur rouge. Neveu, pas fils. » Son fils n'existait plus. Apparemment, j'avais l'impression de flotter au-dessus de ma propre vie. Comme si quelqu'un avait pris une scie à métaux pour s'attaquer aux fondations de mon identité. Me laissant en équilibre sur des échardes. La seule personne qui était censée m'aimer inconditionnellement avait choisi de réinventer sa vie. Et j'en avais été totalement effacé. Mais je n'étais pas encore en colère. Pas jusqu'à ce que je trouve l'enveloppe. J'aidais Madame Carson à organiser une collecte de charité dans le bureau de l'école. Et elle avait cette grosse pile de courriers à trier, des offres de bourse. Des prospectus communautaires, des bulletins de notes. Une enveloppe portait mon nom, épaisse,
avec une allure très officielle. Le jour de mon anniversaire, le 17 décembre, j'avais reçu une lettre du Millstone Technical College, m'offrant une bourse d'études intégrale pour leur programme de gestion d'entreprise, incluant une allocation mensuelle, et des options de logement pour les candidats à faible revenu. La lettre était datée du 2 décembre, et avait été livrée à mon adresse personnelle. J'ai fixé ce papier pendant une bonne minute, avant que toute l'horreur de la situation ne fasse tilt. Ma mère avait reçu la lettre. Elle savait. Elle savait que j'avais une porte de sortie, et elle ne me l'a jamais donnée. J'ai replié le papier dans l'enveloppe, les mains tremblantes. Madame Carson, ai-je dit, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Puis-je vous demander quelque chose d'étrange? Elle a levé les yeux. Bien sûr. Savez-vous s'il est légal pour un parent de refuser une offre universitaire? Ses yeux se sont plissés instantanément. Ethan, qu'as-tu découvert? Je lui ai tendu l'enveloppe, et elle l'a lue 2 fois, avant de se redresser sur sa chaise. Elle savait, ai-je continué, presque incapable de garder une voix stable. Elle savait que j'avais ça, et elle m'a quand même mis à la porte. Madame Carson n'a rien dit, mais je pouvais voir qu'elle était bouleversée. À la façon dont sa mâchoire s'est contractée. Elle m'a promis de m'aider à contacter l'école directement, et elle l'a fait. Mais il était trop tard. La date limite d'acceptation était dépassée, et ils étaient déjà passés à la liste d'attente. L'administratrice avait l'air sincèrement désolée. Si nous avions eu de ces nouvelles en décembre, l'affaire aurait été conclue, a-t-elle dit. Mais maintenant, nous ne pouvons plus rien faire. Je suis sorti de cette réunion dans un état de choc, non pas parce que j'avais perdu la bourse, mais parce que je n'avais même jamais eu la chance de l'accepter. Ma mère me l'avait volée. Une issue, un avenir, et pourquoi faire? C'est alors que la colère est enfin montée. Le genre de colère qui s'installe au fond de votre poitrine, et bourdonne comme une machine. J'ai passé les jours suivants dans un brouillard. J'allais travailler. J'allais en cours. Mais mon esprit rejouait sans cesse chaque fois que j'avais essayé de l'impressionner. Chaque fois que j'avais nettoyé la cuisine, pour qu'elle ne crie pas. Chaque fois que je rapportais un vin, espérant que ce serait la chose qui la pousserait à me voir. Elle ne me voyait pas. Elle ne l'a jamais fait. Elle voyait ce dont elle avait besoin, un bouc émissaire, une bête de somme. Et quand j'ai cessé de servir à ça, elle m'a remplacé sans ciller. Qu'est-ce qui m'a poussé à bout? Qu'est-ce qui a transformé cette colère en quelque chose de plus ciblé, de plus dangereux? Ce fut la fête d'anniversaire d'Eden. C'était le 20 février, un samedi. Et je ne l'ai découvert que parce que quelqu'un avait identifié la résidence dans une publication. Et j'ai suivi les indices, comme un chien de chasse. Je ne me souviens pas d'avoir pris la décision d'y aller. Mais elle lui avait organisé une vraie fête, avec des ballons, une banderole, et un putain de gâteau avec « Bienvenue dans la famille, Eden ». Écrit en lettres cursives avec du glaçage. J'ai tout vu, les vidéos, les selfies de groupe, ma mère dansant en état d'ébriété, tenant un gobelet rouge en plastique, comme si elle avait de nouveau 21 ans, et Eden souriant. Comme s'il était le maître des lieux. Je me souviens d'être resté debout, devant le bâtiment. Les poings serrés dans les poches de mon manteau, regardant la fête à travers les fenêtres. Je n'allais pas entrer, parce que je ne voulais pas lui donner cette satisfaction. Mais ensuite, je l'ai vue sortir pour fumer, exactement comme elle le faisait avant. Et quelque chose a lâché en moi. Je me suis approché lentement. Elle ne m'a pas remarqué, jusqu'à ce que je sois à quelques mètres d'elle. Et quand elle m'a vu, elle s'est figée. Puis, elle a souri. De ce sourire faux qu'elle réservait autrefois aux professeurs et aux propriétaires. Eh bien, regarde qui s'est enfin fait pousser une colonne vertébrale, a-t-elle dit. Je n'ai rien répondu. Elle a fait un geste vers l'appartement. Tu n'es pas invité. Je m'en doutais. Elle a tiré une bouffée de sa cigarette. Es-tu encore contrarié que je t'ai renvoyé? Grandis un peu. Ethan. La vie est dure. Je t'ai rendu service. Tu as jeté ma bourse d'études.
Son sourire narquois a disparu. J'ai trouvé la lettre, ai-je répondu, la voix tendue. Tu savais que j'étais accepté, et tu l'as caché. Quoi, a-t-elle ricané. Je savais que tu allais tout gâcher. Tu n'étais même pas capable de ranger ta chambre. Quoi? J'étais censé te laisser dépenser l'argent de quelqu'un d'autre pour un rêve que tu aurais abandonné en un semestre. Tu ne m'as jamais donné ma chance. Je t'ai donné la vie, a-t-elle répliqué, la voix montant d'un ton. Je t'ai aussi donné 19 ans. C'est plus que ce que j'ai reçu de mes propres parents. Tu ne m'as rien donné du tout, ai-je répondu, en m'approchant. Tu as pris. Tu as tout accaparé, et tu continues à le faire, mais plus pour très longtemps. Elle a plissé les yeux. C'est une menace. Non, ai-je dit. C'est une promesse. Et sur ce, je me suis retourné, et je suis parti. Je sentais son regard sur moi, tout le long du chemin. Mais je ne me suis pas retourné. Pas une seule fois. Ce fut le point de rupture, la dernière fois que je l'ai vue en face à face. Mais ce n'était pas la dernière fois qu'elle entendrait parler de moi. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de survivre, et j'ai commencé à planifier. J'aimerais pouvoir dire qu'après avoir affronté ma mère, quelque chose a changé en moi. Immédiatement. Et que je me suis éloigné vers un lever de soleil métaphorique, la tête haute, le cœur solide. Déjà à mi-chemin vers une vie meilleure. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis effondré. À l'extérieur, j'ai continué à faire ce qu'il fallait. Je me présentais au travail, je m'asseyais en classe. Et j'opinais du chef pendant les réunions avec mon travailleur social. Pour quiconque me regardait, je semblais être un adolescent fatigué comme un autre. Comptant les jours jusqu'à la remise des diplômes. Mais à l'intérieur, je partais en lambeaux. Cette confrontation avec ma mère, sa froideur. Sa certitude que j'allais échouer ne m'a pas seulement blessé. Elle m'a vidé de ma substance. Tout ce que j'avais maintenu en un seul morceau, avec du ruban adhésif et du déni, s'est effondré. Le rejet, la trahison, et la façon dont elle m'avait remplacé, comme un vieux meuble. Je n'arrêtais pas de penser à la facilité avec laquelle elle avait pris tout ce pourquoi j'avais travaillé. Pas seulement la bourse, mais aussi la conviction que je comptais pour quelque chose. Pire encore, je la croyais. Pendant un certain temps, du moins, j'ai commencé à arriver en retard au travail. Non pas par manque d'intérêt, mais parce que je n'arrivais plus à dormir la nuit. Mon esprit passait en boucle les mêmes souvenirs, encore et encore. Elle disant aux voisins que j'étais parti à l'université. Les photos d'elle souriant avec mon remplaçant. Et ce foutu gâteau avec « Bienvenue dans la famille » écrit dessus, comme une mauvaise blague. Je restais allongé là, dans la couchette du foyer, fixant le plafond, le cœur battant. Me demandant si elle avait raison, si j'allais tout gâcher, si j'étais brisé. J'ai raté 2 interrogations de suite, j'ai oublié d'apporter mes affaires de sport. J'ai manqué un rendez-vous avec ma conseillère. Des petites choses, mais elles s'accumulaient. Un vendredi après-midi, j'ai complètement séché les cours. Je n'y arrivais plus. Je me suis assis sur un banc, derrière le centre commercial, près de l'épicerie. Et j'ai fixé les fissures du trottoir, jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. Je n'ai pas pleuré, ni rien fait d'autre. Je suis simplement resté assis là, à me dire. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer à faire semblant que je vais bien. Ce fut le point le plus bas de ma vie. Mais ce qui est amusant, quand on touche le fond, c'est que c'est silencieux. Personne ne vous acclame. Personne ne vous regarde. Et personne n'attend que vous en sortiez. Vous restez juste là, avec votre douleur, jusqu'à ce que vous abandonniez. Ou que vous décidiez de bouger. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait un petit geste. J'ai appelé Madame Carson. Je ne me souviens pas d'avoir composé son numéro. Je me souviens de sa voix à l'autre bout du fil, calme et chaleureuse. Comme quelqu'un qui allume une lumière dans une pièce sombre. Je lui ai tout raconté, pas seulement à propos de ma mère, mais aussi sur ce que je ressentais.
Le poids, l'épuisement, la honte. Je m'attendais à ce qu'elle me fasse un discours d'encouragement. Sur à quel point j'étais fort et capable, mais elle m'a juste dit, « Ethan. Tu n'es plus obligé de porter ça tout seul. » Et puis, elle a fait son apparition. Ce printemps-là, quelque chose a commencé à changer. Elle a commencé à prendre de mes nouvelles tous les 2 ou 3 jours. M'envoyant de petits messages comme « As-tu mangé aujourd'hui? Besoin d'aide pour tes devoirs? Tu veux que je relise cette rédaction? » Ces petites bouées de sauvetage ont commencé à me sortir du brouillard, me rappelant que peut-être, juste peut-être, je n'étais pas invisible. J'ai arrêté de penser à prouver à ma mère qu'elle avait tort. Et j'ai commencé à penser à me prouver à moi-même que j'avais raison. Que je valais plus que la façon dont elle me traitait, que je pouvais construire quelque chose. Non pas par dépit ou par rage, mais grâce à une conviction calme et têtue, celle de mériter mieux. Je me suis investi à fond dans mes études, arrivant tôt, partant tard, posant des questions. Et prenant des notes comme si ma vie en dépendait, ce qui était d'ailleurs le cas. Mes notes se sont améliorées. Et j'ai commencé à donner des cours particuliers en mathématiques et en économie à d'autres étudiants. Non pas pour l'argent, mais parce que j'aimais ça. L'éducation était la première chose que je possédais, qui n'appartenait qu'à moi, et j'y excellais. Je passais mes soirées au centre de jeunesse, à lire des articles sur les petites entreprises. Les stratégies d'investissement, les déductions fiscales. Et tout ce qui pouvait me donner un avantage. Je voulais comprendre le monde d'une manière que ma mère ne comprenait pas. L'un des bénévoles du foyer, Jamal, a remarqué combien de temps je passais dans la salle d'informatique. C'était un homme plus âgé, un ancien militaire, authentique, qui n'y allait pas par 4 chemins. Un jour, il s'est assis à côté de moi et a dit, « Tu es un débrouillard. Gamin. As-tu déjà envisagé de monter ta propre affaire ?» Cette pensée est restée plantée dans mon cerveau, comme une écharde. Ma propre affaire. Et au début, j'ai haussé les épaules. Qu'est-ce que je pourrais bien lancer? J'étais fauché, je vivais dans un foyer pour sans-abri, sans contact, ni diplôme prestigieux. Mais Jamal a insisté. Il m'a raconté comment il revendait des téléphones portables usagés sur Craigslist. Comment il avait commencé avec rien d'autre qu'un iPhone fissuré. Et en avait fait une activité secondaire, qui payait son loyer. L'important n'est pas de commencer gros, a-t-il dit. L'important, c'est de commencer intelligemment. Alors, j'ai commencé. J'ai remarqué que les gens du foyer avaient toujours besoin de produits de base. Comme des chaussettes, du dentifrice, des rasoirs, et des chargeurs. Mais personne ne voulait perdre son temps à traverser la ville. Pour aller dans les magasins bon marché. J'ai donc trouvé un magasin à $1 près de mon travail. Qui offrait de petites réductions pour les achats en gros, j'ai acheté quelques articles. Et je les ai revendus pour 50 centimes de plus, dans la salle commune du foyer. Les gens payaient pour le côté pratique. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Je tenais des registres, je suivais les bénéfices, j'apprenais ce que les gens voulaient. Quand ils le voulaient, et comment fixer les prix. J'ai réinvesti chaque centime. J'ai acheté des livres d'occasion sur la stratégie de vente, et la psychologie du client. J'ai regardé des vidéos YouTube sur le dropshipping, et le marketing d'affiliation. À l'arrivée de l'été, j'avais un classeur rempli de notes. Et un tableau Excel qui me donnait l'impression d'être un analyste de Wall Street. Plus important encore, j'avais pris confiance en moi. Une véritable confiance, durement gagnée. Pas celle qui fait du bruit, mais celle qui est silencieuse. Le genre de confiance qui vient du fait de savoir que l'on a construit quelque chose de zéro. Et que personne ne peut vous l'enlever. Je n'ai invité personne à ma remise de diplôme, en juin. Madame Carson était au premier rang, et Jamal était là aussi. M'acclamant comme s'il m'avait élevé lui-même. Il n'y avait pas de mère, pas de parents éloignés, juste moi, dans ma toge et mon mortier. Traversant une scène avec un bout de papier qui disait que je comptais, que j'avais réussi. J'avais l'impression d'avoir une famille, pour la première fois de ma vie. Pas celle dans laquelle on est, mais celle qu'on trouve, quand tout le reste s'effondre. Après la cérémonie,
je n'ai pas pleuré. Je suis juste resté là, à regarder la foule, réalisant que je l'avais fait. J'avais survécu. Je m'étais reconstruit. Et je n'avais pas encore fini. À l'automne, je me suis inscrit dans un collège communautaire, pas à Millstone Tech. Ma bourse avait été attribuée à quelqu'un d'autre des mois auparavant. Mais cela n'avait plus d'importance. J'ai obtenu une aide financière, j'ai postulé pour toutes les subventions. Et bourse locale que je pouvais trouver, j'ai contracté un petit prêt. Et j'ai continué à travailler. Les soirées au magasin, les week-ends à tenir mon petit stand de fourniture au foyer. J'ai emménagé dans un logement étudiant subventionné, minuscule mais à moi. Et je dormais sur un matelas à même le sol, entouré de manuels scolaires. Et de boîtes de dentifrice du magasin à $1. Et j'étais heureux, car je ne survivais plus. Je construisais, brique par brique, dollar par dollar, note par note. Et à l'aube de mes 20 ans, je gérais une boutique en ligne depuis ma chambre d'étudiant. Rien de luxueux, juste des colis de soins soigneusement composés. Pour les étudiants et les programmes de foyer d'accueil. Des produits de première nécessité, regroupés ensemble. Je les personnalisais, j'ajoutais des mots manuscrits. Et j'offrais même des réductions au foyer où j'avais moi-même séjourné. Je n'en faisais plus une obsession comme avant, mais cela restait là. Comme un faible bourdonnement au fond de mon esprit. Les commandes ont commencé à affluer, et le bouche à oreille a fait son effet. Je n'étais pas seulement en train de reconstruire ma vie. Je construisais quelque chose de plus grand. Malgré tout le reste, les bonnes notes, l'entreprise, la nouvelle vie. Il y avait une chose dont je n'arrivais pas à me défaire. La promesse que je m'étais faite, qu'un jour, elle regretterait tout. Car pendant que je m'élevais, je savais que quelque chose d'autre se produisait. Quelque chose à l'autre bout de la ville, quelque chose sur le point de s'effondrer. Le truc avec la vengeance, c'est qu'elle ne vient pas toute seule. Il faut la construire lentement, brique par brique, et non pas comme dans un film. Où le protagoniste monte en puissance par magie, change de coupe de cheveux. Et se lance dans une confrontation dramatique, qui change tout du jour au lendemain. Non, la vraie vengeance, celle qui fait mal, exige de la patience, du timing, et de la discipline. Vous ne gagnez pas en criant plus fort, ou en distribuant des coups de poing. Vous gagnez en ayant tellement de succès, un succès si incontestable. Que la personne qui vous a fait du tort n'a pas d'autre choix que de vous voir, de vous reconnaître. Et de regretter chacune des décisions qui l'ont mené à ce moment. Et j'y arrivais. À l'âge de 20 ans, ma petite affaire avait décollé. Ce qui avait commencé comme une boîte de produits de soins et de collation. Dans la salle commune d'un foyer. S'était transformé en une entreprise de commerce électronique modeste mais stable. Appelée Packlight. Elle avait une image de marque simple, épurée. Et proposait des colis de soins adaptés aux étudiants, aux familles à faible revenu. Et aux foyers. J'avais créé une boutique Shopify, j'avais appris les bases du référencement SEO. Et je réinvestissais chaque centime gagné dans le stock et le design du site. Mais il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de créer quelque chose que personne ne pourrait jamais m'enlever. J'ai gardé tout cela secret. Pas de vantardise, pas de publication. Même mes professeurs ne connaissaient pas toute l'ampleur du projet. Je ne voulais pas attirer l'attention sur moi, avant d'être prêt. Je me souviens encore de la réaction de ma mère, quand je lui ai dit qu'elle avait volé ma bourse. Ce sourire froid et suffisant, qui disait, « Tu ne seras jamais rien sans moi ». Je voulais effacer cette image de mon esprit. Et la seule façon d'y parvenir, c'était de lui faire ravaler ces mots. Mais pour ce faire, j'avais besoin de plus que du succès. J'avais besoin d'un plan. Et curieusement, tout a commencé avec Eden. Au début, je ne me souciais pas beaucoup de lui. Il n'était qu'un pion dans tout cela. Un nouveau corps tiède, que ma mère pouvait manipuler, exhiber. Et culpabiliser pour obtenir sa loyauté. Je supposais qu'il disparaîtrait, comme tous les autres dans sa vie. Mais ensuite, j'ai reçu un email d'une fille, avec qui j'étais allé au lycée. Nous n'étions pas proches, mais nous avions eu quelques cours ensemble.
Elle m'a envoyé un message inattendu un après-midi, avec comme objet, c'est ton cousin? Il y avait une capture d'écran en pièces jointes, un fil de discussion Reddit. Un de ces forums communautaires anonymes de notre région, avec comme titre de publication: Eden du bloc 14 a encore été vu en train de voler des téléphones dans les casiers du gymnase. Je l'ai ouvert avec un pressentiment horrible. Et le fil de discussion contenait quelques photos floues. Une recherche rapide de son nom complet sur Facebook m'a mené à quelques publications publiques. Des coups de gueule de personnes qui s'étaient fait arnaquer, des annulations de paiement PayPal. Et des cagnottes pour des chiens perdus, qui semblaient louches. Un autre commentaire mentionnait qu'il avait été banni de 2 centres de jeunesse différents. Et un troisième affirmait qu'il avait essayé de vendre des AirPods volés à un kiosque de centre commercial. J'ai même trouvé une ancienne publication venant de Floride: attention à ce gamin. Connu pour voler des ordinateurs portables dans les écoles. Je me suis calé au fond de mon fauteuil, et j'ai simplement fixé l'écran. Tout cela était si familier. C'était pour lui qu'elle m'avait mis à la porte. C'était à cette personne qu'elle avait donné mon lit, ma chambre, ma vie. Soudain, j'ai compris quelque chose qui m'avait échappé jusqu'alors. Ma mère ne m'a pas seulement trahi. Elle a pris un pari. Elle voulait réécrire son histoire. Pour devenir la bonne et aimante tutrice d'un enfant en difficulté. Le genre de personne dont elle pourrait se vanter auprès de ses voisins. Et publier des posts en ligne. Mais elle était trop arrogante pour reconnaître qu'elle répétait le même schéma. Cela m'a fourni ma première opportunité, non pas pour me venger, mais pour obtenir des informations. J'ai commencé à observer Eden de loin, sur Internet, uniquement les réseaux sociaux. Les pages Reddit locales, les discussions de groupe des anciens du lycée. Il était brouillon, le genre de gamin qui se vantait des choses les plus stupides. Il publiait des photos avec des liasses de billets, affirmant que cela provenait de petits boulots légaux. Il faisait des TikTok, en s'affichant avec des baskets que je reconnaissais de mon ancien placard. Celles pour lesquelles j'avais économisé en première. Et que je croyais avoir perdu lors d'un déménagement. Il se promenait avec des morceaux de mon passé, souriant comme s'il les avait mérités. Et c'est là que j'ai créé mon compte jetable, un faux compte Reddit, et un nouveau profil Instagram. Totalement intraçable. Je les ai utilisés pour commenter discrètement sur les forums, lancer des conversations sur Eden. Et poser des questions orientées. Rien d'évident, juste de quoi piquer la curiosité des gens. Je faisais mon service à l'épicerie, par un dimanche tranquille. Elle est entrée, tenant un panier, les cheveux bouclés. Et laissant derrière elle un parfum bon marché, comme un nuage de déni. Je n'avais besoin de rien inventer. Son propre passé à lui était la bombe. Et j'ai simplement tendu l'allumette aux gens. Elle ne m'a pas remarqué, parce que j'emballais les courses au bout de la caisse rapide. Mais moi, je l'ai remarqué, elle, et la personne avec qui elle était. Un homme grand, d'une quarantaine bien tassé, portant une veste de costume sur un jean. Qui avait l'air riche mais décontracté, comme s'il essayait de paraître humble. Mais échouait lamentablement. Ils ne se tenaient pas par la main, mais leur langage corporel était indéniable. Elle riait, enroulait ses cheveux autour de son doigt. Exécutant ce petit rire faux qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Et ils sont passés juste devant moi. Elle n'a même pas levé les yeux. Alors, j'ai demandé à la caissière à côté de moi, tu sais qui est ce type? Oh, lui, a-t-elle dit. C'est David. Il vient souvent. Il possède une poignée de magasins d'informatique. Dans le centre-ville. Je crois qu'il est plein aux as, a-t-elle ajouté. Cela m'a donné ma deuxième opportunité, David Salvatator, propriétaire de 3 petits magasins d'électronique dans notre comté. Il faisait des publicités locales, avait un profil LinkedIn, et même un compte Instagram. Où il publiait principalement des photos de ses boutiques, quelques photos de salons professionnels. Et récemment, d'elle. J'ai attendu qu'elle parte, puis j'ai demandé à prendre ma pause plus tôt. Je suis sorti, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai cherché l'entreprise de technologie de David. Ainsi que sa ville natale. Une publication de la Saint-Valentin était enfouie dans le fil d'actualité.
Une photo d'une assiette, d'une table éclairée à la bougie, et tout juste visible au bord du cadre. Sa main à elle, la bague qu'elle portait toujours, avec la légende. La meilleure Saint-Valentin que j'ai eue depuis des années. Je suis un homme chanceux. Cela confirmait tout. Elle avait trouvé quelqu'un de nouveau, quelqu'un avec de l'argent. Ce qui signifiait qu'elle avait quelque chose à perdre. Et c'était ma troisième ouverture. J'ai passé les 2 mois suivants à assembler les pièces de ce qui allait devenir le piège. Tout d'abord, j'ai réorganisé Packlight, je suis devenu plus sérieux, j'ai enregistré l'entreprise. J'ai ouvert une boîte postale. J'ai postulé pour une micro-subvention auprès d'une association qui aide les jeunes entrepreneurs. Et je l'ai obtenue. J'ai utilisé les fonds pour investir dans les stocks. Automatiser certaines parties de mon processus d'expédition. Et même embaucher un concepteur web à temps partiel, sur un site de freelance. Pour peaufiner le site et moderniser l'image de marque. Ensuite, j'ai créé une section spéciale sur le site web, Partenaire Packlight. Un programme permettant aux entreprises de sponsoriser des colis de soins pour les foyers de jeunes. Avec des notes de remerciement aux couleurs de la marque, des mentions sur les réseaux sociaux. Et un badge de partenaire communautaire. Devinez qui j'ai contacté? Les magasins de David. J'ai utilisé un faux nom, je me suis fait passer pour le responsable marketing. Et j'ai envoyé une proposition formelle par email, avec des maquettes incluses. Je savais qu'il mordrait à l'hameçon. C'était exactement le genre de type qui voulait paraître généreux. Nous avons échangé pendant une semaine, et finalement, j'ai obtenu une confirmation. Cela a l'air super. Je suis heureux de faire don de quelques accessoires. Et d'être mis en avant. Gardez simplement notre marque visible. Ma petite amie adore ce genre d'initiative communautaire. Sa petite amie, bien sûr, avait dû lui inventer un mensonge. Racontant qu'elle avait l'habitude de travailler avec des enfants. Ou de diriger des groupes de soutien, ou peu importe ce qu'elle lui avait servi. Et maintenant, elle était sur le point d'être publiquement liée à mon entreprise. L'entreprise bâtie par le fils qu'elle avait abandonné. Mais je n'avais pas encore fini. Il me manquait une dernière chose, les preuves. J'ai donc commencé à les rassembler. Chaque fil Reddit, chaque photo d'Eden tenant des biens volés. Chaque commentaire de quelqu'un affirmant qu'il lui devait de l'argent. Chaque photo floue de la sécurité du gymnase, chaque diatribe sur Twitter. Et chaque TikTok où il s'affichait avec de l'argent liquide. J'ai créé un dossier Google Drive, avec des captures d'écran et des sources, organisées par date. Et je l'ai sauvegardé 6 fois. Enfin, j'ai commandé l'un de mes propres colis de soins. Mais celui-ci contenait quelque chose de spécial, une lettre dactylographiée. Signée de mon nom complet, et adressée à David. À l'intérieur, je le remerciais de soutenir des jeunes comme moi. Et je mentionnais comment j'avais lancé cette entreprise. Après avoir été mis à la rue à l'âge de 19 ans, sans aucun soutien de ma famille. Je n'ai pas mentionné de nom, parce que ce n'était pas nécessaire. J'ai laissé la chronologie, le ton, et le poids émotionnel parler d'eux-mêmes. Je voulais qu'ils posent des questions, et je voulais qu'elles transpirent, parce que maintenant, j'avais toutes les cartes en main. Je n'allais pas lâcher la bombe tout de suite. Je voulais qu'elle voie ce que j'étais devenu. Ce que j'avais construit à partir des cendres qu'elle avait laissées derrière elle. Et la preuve de sa trahison, une plateforme qu'elle ne pourrait ignorer. Et une réputation qu'elle commençait tout juste à bâtir. Une réputation que je pouvais démolir avec une seule vérité. C'est à ce moment-là que la vraie vengeance allait commencer. La plus belle forme de vengeance ne se présente pas dans un éclat de gloire, ou par une bagarre hurlante sur un parking. Au lieu de cela, elle entre silencieusement, prend place à la table que vous avez construite. Et attend calmement que vos adversaires réalisent qu'ils sont en train de dévorer les conséquences de leurs propres actes. C'est exactement ce que j'ai fait. Après que David a accepté d'être présenté comme partenaire de Packlight. J'ai attendu 3 semaines avant le lancement de la campagne. Juste assez de temps pour planter le décor. J'ai mis à jour le site, lui donnant un aspect professionnel et minimaliste. Avec des lignes épurées, des couleurs douces, et un gros texte.
remerciant le magasin de David de parrainer des colis de soins pour les jeunes défavorisés. Puis, j'ai ajouté une dernière touche, une histoire mise en lumière sur la page d'accueil. Un essai personnel intitulé « Jeté à la rue à 19 ans, aujourd'hui. J'envoie de l'aide à des enfants comme moi ». C'était bref. Pas plus de 600 mots, pas de nom, pas de drame larmoyant, juste ma voix. Calme, claire, et d'une honnêteté dévastatrice. J'y racontais l'histoire du matin de mes 19 ans, la valise préparée, la porte fermée. Et la prise de conscience que je n'étais pas aimé, simplement toléré. Jusqu'à ce que je ne sois plus légalement à sa charge. J'ai écrit sur mes nuits passées dans une laverie automatique. Sur la perte de mon offre de bourse d'études, et sur la découverte que j'avais été remplacé. Dans ma propre maison. Je ne mendiais pas la pitié. Je disais simplement la vérité. À la fin de l'essai, j'ai remercié nos nouveaux partenaires commerciaux. Dont une entreprise locale d'électronique appartenant à un homme. Qui me rappelle qu'il existe des adultes généreux et bienveillants. Je savais que ma mère le verrait. David suivait le compte Instagram de l'entreprise. Et je l'ai identifié dans la publication qui partageait l'histoire. Laquelle a rapidement gagné en popularité. De petits comptes, des sites d'associations, et une poignée d'influenceurs locaux l'ont republié. Et le foyer où je séjournais autrefois a même laissé un commentaire. Exprimant sa fierté à mon égard. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message de David, très bref. Composé de quelques lignes seulement. David, bonjour. Ethan. Je viens de lire ton récit sur le site web. C'est un texte puissant. Pardonne-moi de poser la question. Mais ta mère s'appelle-t-elle Laura? J'ai fixé mon ordinateur, le cœur battant à tout rompre, et j'ai finalement tapé. Moi, ouais, c'est elle. Il n'a pas répondu tout de suite. Mais je savais que je venais de lâcher une bombe sur l'image soigneusement travaillée qu'il avait d'elle. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai laissé sonner, et cela a basculé sur la messagerie vocale. Une voix haletante et effrayée, et... Ethan. J'ai vu ce que tu avais écrit. Je crois qu'il faut qu'on parle, s'il te plaît. Je n'ai pas réagi. Le lendemain, un autre message vocal est arrivé, suivi d'un 3e. Chacun plus désespéré que le précédent. À la fin de la semaine, l'Instagram de Packlight a connu un afflux de nouveaux abonnés. Beaucoup de gens ont commenté la publication, partageant leurs propres expériences. Mais une poignée de personnes avaient quelque chose de différent à dire. Salut, est-ce que c'est la même Laura, du bloc 14C? Attendez, c'est elle, la mère. Waouh, elle l'a mis à la porte pour Eden. Cette femme a toujours été louche. Je le savais. Puis, quelqu'un, et ce n'était pas moi, a mis un lien dans les commentaires. Pointant vers les discussions Reddit concernant Eden, les vols au gymnase, les fraudes. Et le drame des casiers de téléphone, un lien qui s'est propagé à toute vitesse. La femme, qui prétendait être la tutrice dévouée d'un adolescent problématique, avait jeté son propre fils à la rue, et couvert les méfaits d'un garçon, dont la réputation de voleur n'était plus à faire. Une fois cet incendie allumé, il a été impossible à éteindre. En quelques jours, les gens avaient fait le lien. David nous a recontactés, cette fois avec moins d'intérêt, et plus de tristesse. David, elle m'avait dit que tu avais fugué. Elle disait que tu attirais les ennuis. Et qu'elle avait protégé son parent d'un foyer horrible. Je l'ai cru. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu, car il n'y avait rien à ajouter. Il a simplement mis fin à son parrainage, sans faire d'histoire ni faire les gros titres. Mais j'ai observé que toutes les photos d'elle avaient disparu de son Instagram. En l'espace de quelques jours, suivies par les répercussions inévitables. Eden a été arrêté 2 jours avant mon 21e anniversaire. Pour avoir tenté de vendre des ordinateurs portables volés sur Facebook Marketplace. Sous son vrai nom. La police a retracé les numéros de série. Qui menaient à un centre communautaire cambriolé une semaine auparavant. Et il a été pris en flagrant délit, par les caméras de sécurité.
Et devinez qui est apparu dans le registre de la police locale? Vous l'avez deviné, Laura Williams. 46 ans, accusée d'entrave à la justice, et de recel d'objets volés. Lorsque les flics ont frappé à sa porte, elle a essayé de cacher les ordinateurs dans le vide sanitaire, affirmant qu'il s'agissait de dons. Et qu'elle ignorait qu'ils étaient volés. Ils n'ont pas avalé son histoire, et sa photo d'arrestation était floue. Elle y paraissait plus vieille, et usée. Comme si elle venait tout juste de réaliser que la fête était finie, et que le chèque était en bois. J'ai conservé la photo, pour me rappeler que le karma existe, même s'il agit lentement. David a rompu tout contact avec elle. Et j'ai appris par quelqu'un de l'entreprise qu'il était effondré. Elle a tenté de jouer les victimes, affirmant que je mentais. L'Internet avait, selon elle, déformé l'histoire, mais les preuves étaient publiques. La vérité n'avait pas besoin que je la défende. Elle se suffisait à elle-même. Elle a perdu l'appartement peu de temps après. Elle ne pouvait plus payer le loyer sans David. Les magasins d'électronique ont cessé de faire des dons à ses causes. Et elle a essayé de lancer une cagnotte pour payer ses frais de justice, mais ce fut un échec. Quelqu'un a mis un lien vers mon essai, sur sa page GoFundMe. Et la cagnotte n'a jamais dépassé les $100. Je ne suis jamais allé la voir, je ne l'ai jamais appelée, parce que j'avais déjà gagné. Non pas en hurlant, non pas en claquant des portes, mais en vivant bien. En créant quelque chose qu'elle ne pouvait pas toucher. Et en devenant l'homme qu'elle m'avait toujours dit que je ne serais jamais. Aujourd'hui, je dirige Packlight à plein temps, j'expédie des colis dans tout le pays. Et je collabore avec des foyers d'accueil dans 4 États. J'ai pris la parole lors de conférences. J'ai accompagné des adolescents qui ont traversé des épreuves bien pires. Et mon histoire a été présentée dans quelques podcasts. Et même par une équipe de documentaristes travaillant pour une ONG. Mais je ne raconte pas cette histoire pour que les gens s'apitoient sur leur sort. Je la raconte plutôt pour leur rappeler une chose, parfois. Les personnes qui devraient vous défendre ne le feront pas. Parfois, la famille, ce n'est pas une question de sang. Et parfois, la plus belle des vengeances est silencieuse, calculée, et servie froide, avec suivi. Livraison de la commande, et un petit mot de remerciement manuscrit.